Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'objectif de ce décryptage financier, c'est de démystifier un outil comptable absolument incontournable dans les établissements éducatifs, le fameux registre des recettes. On va voir exactement comment la gestion rigoureuse des fonds publics s'articule au quotidien. Au menu de notre analyse, on va d'abord s'attarder sur l'importance de ce registre, les différents types de revenus, comment il est structuré, son application sur le terrain, les petites erreurs à ne surtout pas faire, et enfin la partie la plus redoutée, les audits et les contrôles. On attaque tout de suite avec la première section. Pourquoi ce registre est-il si indispensable ? En fait, le principe de base est super simple. Ce registre, c'est pas juste de la paperasse administrative pour faire joli. C'est littéralement le bouclier ultime pour protéger l'argent public. Chaque dinar, sans exception, qui rentre dans les caisses de l'établissement, doit y laisser une trace indélébile. C'est ce qui garantit une transparence absolue. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Concrètement, c'est un document comptable strictement réservé aux fonds qui ont été réellement encaissés pendant l'année, que ce soit du cash physique ou des paiements numériques. C'est un peu le tableau de bord principal qui permet de voir si le budget théorique colle avec la réalité du terrain. Et là, il y a une nuance absolument cruciale à capter. Il faut séparer radicalement l'argent qui est dû de l'argent qui est vraiment en poche. D'un côté, on a les droits constatés, c'est une promesse, une dette, avant même d'avoir récupéré le moindre centime. De l'autre, on a les recettes pures, le montant qu'on a effectivement encaissé. Et notre registre, il ne s'intéresse qu'à cette deuxième catégorie, au concret. Passons à la section 2, les différents types de revenus scolaires. C'est assez fascinant de voir à quel point les sources de financement sont diversifiées. On parle bien sûr des énormes subventions de l'État pour la gestion ou la restauration, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a les frais de cantine, les loyers des logements de fonction, les indemnisations si une vitre est cassée, et même plein de petites rentrées diverses. Bref, chaque centime qui arrive a sa petite case bien définie. Du coup, on arrive à la section 3. Comment est-ce qu'on structure toutes ces données ? C'est là que la magie opère. Chaque entrée dans ce grand livre possède une anatomie hyper précise. On commence par la date, puis le numéro du reçu qui sert de preuve incontestable, une description limpide de l'opération et surtout le chapitre et l'article budgétaire. C'est un peu l'ADN de la transaction. Et on termine bien sûr par le montant. C'est cette rigueur qui permet à n'importe quel inspecteur de s'y retrouver instantanément. Section 4. Comment tout ça s'applique en pratique dans la vraie vie ? Voyons le cycle de vie d'un paiement en 4 actes. Acte 1, un droit financier existe, comme une facture de cantine. Acte 2, l'argent est collecté et hop, on émet un reçu. Acte 3, on inscrit immédiatement ce reçu dans notre fameux registre des recettes. Et l'acte final, l'argent atterrit physiquement dans le coffre ou bien numériquement sur le compte bancaire, net et sans bavure. Prenons un cas concret pour bien visualiser. Imaginez le quotidien d'un intendant. Le 5 octobre, il code 8000 dinars de frais de cantine au chapitre 21, article 211. 2 jours plus tard, un loyer de 12 000 dinars part dans une autre case. Et le 10, bam, une subvention colossale de 500 000 dinars débarque. Chaque ligne raconte une petite histoire financière codée de façon millimétrée. À la fin de l'année, on fait les comptes. En additionnant toutes ces lignes individuelles, on obtient notre total annuel. Disons 524 500 dinars. Ce chiffre exact, c'est pas juste un indicateur, c'est la véritable pierre angulaire du compte financier lors de la clôture de l'exercice. Et c'est là qu'il faut comprendre comment le registre fait le pont entre différents mondes. Il sépare très clairement l'argent physique, les billets gérés avec des reçus papier, des rentrées numériques qui arrivent directement sur le compte courant via un transfert du trésor public. C'est une distinction vitale pour ne pas s'en mêler les pinceaux dans les flux de trésorerie. On passe à la section 5. Parce que l'erreur est humaine, parlons des couacs les plus fréquents et de comment les rattraper. Il y a des pièges classiques, mais hyper dangereux. Enregistrer de l'argent sans faire de reçu officiel, c'est la ligne rouge absolue. Saisir 2 fois la même recette par inattention, ça gonfle le budget de manière totalement artificielle. Et confondre les chapitres et les articles, autant dire que ça rend l'analyse de fin d'année complètement fausse. Alors si une petite faute se glisse dans le registre, la règle est intransigeante. Le fameux correcteur blanc, le blanco, on oublie totalement. C'est strictement interdit parce que ça masque la vérité. La seule méthode valable, c'est de rayer l'erreur d'un seul trait bien net, de réécrire la bonne info proprement et de signer juste à côté pour assumer. La transparence avant tout. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière section, les audits et les contrôles. Faut pas croire que ce registre va dormir tranquillement dans un tiroir. Il va passer sous les radars des inspecteurs de la gestion financière, du trésorier et de la très redoutée Cour des comptes. Leur mission ? Éplucher chaque page pour s'assurer que le moindre dinar a été perçu légalement et justifié de A à Z.
Pour ne pas transpirer à grosses gouttes lors de ces audits, il n'y a pas de secret, c'est une question de routine. On enregistre tous les jours, on garde une numérotation des reçus parfaite, on fait correspondre les registres avec le coffre et surtout, on archive religieusement tous les documents justificatifs. C'est l'assurance vie de la gestion financière. Pour conclure ce décryptage, ça nous amène à une réflexion finale assez intéressante. On voit bien que cette discipline de fer garantit l'intégrité de l'établissement. Mais avec la numérisation qui s'accélère partout, on est en droit de se demander est-ce que ces bonnes vieilles méthodes de tenue de registre seront encore suffisantes demain pour assurer une transparence sans faille de l'argent public ? Je vous laisse méditer là-dessus.